Secret du mystère. Yves Lignon, Louis Bénédit. 1981, nous sommes toujours dans le cadre de ce dossier Secret du mystère spécial OVNI avec Jean-Jacques Velasco. Alors, Jean-Jacques, là, vous nous emmenez du côté de Carcassonne, c'était en janvier, hein? Oui, c'était en janvier 1981, et c'est toujours un petit peu dans le même esprit que ce que nous avait demandé le conseil scientifique, à savoir essayer d'obtenir des mesures physiques, ou tout au moins des éléments permettant de montrer qu'il y avait derrière ces fameux ovnis une réalité bien palpable. Donc là, le cas que je vais vous présenter, c'est un cas qui s'inspire un peu de nombreuses affaires que nous constations au travers des rapports de gendarmerie, qui consistaient à avoir, dans certains cas, des personnes qui se trouvent dans leur véhicule. En général, c'est dans des lieux isolés, c'est le soir à la campagne, bon, et donc les gens voient par exemple une espèce de boule lumineuse passer à quelques mètres de leur voiture, et là, il va arriver la chose suivante, c'est que progressivement les phares de la voiture vont s'éteindre, ouais. Le moteur va s'arrêter. S'il y a un poste de radio, il va se mettre à grésiller et puis également être perturbé. Les gens vont être complètement surpris de cet état de fait, et puis l'objet va s'éloigner progressivement, et à ce moment-là, tout va redevenir normal et la voiture va redémarrer. On a même dans certains cas eu le même phénomène sur des moteurs diesel, ce qui est là encore nous interpelle. Alors justement, c'est un de ces cas que vous allez nous raconter. Vous l'avez appelé Blaise. Oui, parce que... C'est un joli nom. C'est un joli nom. Voilà, bon, toujours pour préserver l'anonymat, évidemment, des témoins. Bien évidemment. Alors. Donc on essaye de temps en temps de trouver un peu des noms originaux, tout en gardant le cas. Blaise, Monsieur Blaise. Voilà. Et donc ce Monsieur Blaise, eh bien, il a la particularité, en fait, de ramasser le lait qu'il y a dans les fermes. Et donc sur cette montagne noire, bon, c'est vrai qu'il y a des endroits particulièrement isolés, et donc c'est le matin de très très bonne heure. Nous sommes donc en janvier, et donc il fait non, c'est pas très bonne heure justement, il est 9h, c'est la fin de la tournée. Ouais. Donc il va bientôt rentrer chez lui, et puis donc c'est une région très escarpée, mais il y a aussi des grands plateaux. Et donc là, Monsieur Blaise se trouve sur la partie supérieure du massif de la Montagne Noire, et donc il va, au détour d'un chemin, il va apercevoir au-dessus des arbres, d'une ligne d'arbres, il va apercevoir ce qui lui paraît tout à fait étonnant et incongru, en fait un objet noir de forme oblongue, de forme donc un petit peu ovoïde, sur lequel il y a des espèces de hublots orange, comme il décrira. Bon, c'est silencieux. Il faut dire qu'il est dans une de chaudiane, donc il n'entend pas forcément ce qui se passe à l'extérieur. Mais d'après lui, ça ne couvre pas le bruit du moteur. Et puis c'est à quelques mètres de lui, enfin à quelques dizaines, ça se rapproche de lui. Et à ce moment-là, il est vraiment surpris. Il lève la tête au-dessus de son pare-brise et il va s'apercevoir que brutalement, sa voiture ne fonctionne plus. Et donc là, par la force des choses, il abandonne son véhicule, il sort en catastrophe. Il n'allait pas vite, hein, parce que la région, encore une fois, est assez escarpée. Et là, il va suivre l'évolution de cet objet qui, tranquillement, à quelques kilomètres heure, sans bruit là, puisque ça passe juste au-dessus de sa tête, va décrire pratiquement un arc de cercle, et puis progressivement s'éloigner vers le sommet de la Montagne Noire, sans varier du tout dans sa vitesse. Et là, pour lui, c'est une véritable surprise. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ensuite? Il va se précipiter dans sa voiture, il va vouloir redémarrer sa voiture, mais la voiture ne redémarrera pas. Et il sera obligé d'aller chez lui, qui se trouve à plusieurs kilomètres, à pied, pour pouvoir, ensuite appeler la gendarmerie. 1981, 9h du matin, janvier, nous sommes du côté de Carcassonne. Monsieur Blaise a vécu une histoire pour le moins étrange. Alors, Jean-Jacques Velasco, évidemment, la première question, ce Monsieur Blaise, il n'avait pas trop forcé sur l'agneau lors à la fin de sa tournée. Dans quel état était-il? Enfin, vous êtes occupé, évidemment, de ce témoignage, et vous avez étudié toutes les hypothèses. Oui, bien évidemment. Il est clair que quand on fait une analyse d'un cas comme celui-là, comme le précédent avec Christelle, nous vérifions un certain nombre de données avec la gendarmerie nationale.
Donc quand je vous dis que qu'il y a une enquête qui est effectuée, on ne néglige pas ni les conditions météorologiques, ni la circulation aérienne, ni un certain nombre d'éléments qui pourraient correspondre à ce que la personne a vu. Donc on va à l'essentiel en fait. Une fois qu'on a écarté l'ensemble des supposées confusions, on s'interroge sur en fait les effets qu'il pourrait y avoir. Parce que là, ce qui est important, en fait, c'est de savoir pourquoi la voiture s'est arrêtée. Est-ce que la voiture s'est arrêtée par réaction de peur, ou est-ce que la voiture s'est arrêtée parce que réellement il y avait quelque chose qui l'empêchait de fonctionner? Alors, d'abord, l'objet en question, forme ovoïde, sombre, et qui volait très très lentement, sans un bruit. Absolument. Parce que c'est passé à quelques mètres de Monsieur Blaise. Ah, c'est passé à quelques mètres de Monsieur Blaise, donc on a fait une reconstitution, comme on le fait souvent, et vraiment tous les indices confirment que l'objet était en fait au minimum, je dirais à une dizaine de mètres au maximum, et au maximum, quand il s'est éloigné, bien sûr, à plusieurs centaines de mètres. La voiture s'est arrêtée, vous êtes donc intéressé à cette pauvre Diane? Oui, bien sûr. Pour savoir pourquoi est-ce qu'elle s'était arrêtée? Bien sûr. Donc dans un premier temps, on a essayé de voir si c'était pas la peur. Oui. Un mouvement incontrôlé. Un mouvement incontrôlé, exactement. Bon, voilà. On a fait refaire, en fait, au témoin, dans sa voiture. C'était intéressant parce qu'on était à côté de lui. On lui a fait refaire, en fait, les circonstances dans lesquelles il avait arrêté son véhicule. Et il semble pas, de toute façon, que ça puisse être la peur, dans la mesure où il se trouvait en seconde parce que c'était à la sortie d'un virage, et donc il reprenait en fait de l'accélération. Donc là, visiblement, il y a quelque chose qui ne correspond pas à une conduite normale et à un arrêt de véhicule. Bon, donc ça c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est l'état de la voiture. Donc étant donné que nous avions pour mission d'essayer de trouver quel pourrait être éventuellement le composant ou la cause des effets physiques, donc on a demandé, on a fait d'abord un examen presque médical de la voiture, en ce sens qu'on avait la chance aussi d'avoir un professionnel qui faisait entretenir sa voiture, qui était relativement neuve, par un garagiste. Il y avait un garagiste qui suivait cette voiture. Oui, voilà. Donc on est allé voir le garagiste, on a regardé tous les éléments de la voiture qui avait été éventuellement défectueux ou autre, toutes les réparations qui avaient été faites. Donc cette voiture était en un excellent état mécanique et électrique. Et donc ensuite, une fois qu'on a eu confirmation que ça pouvait pas être la défaillance d'un élément, on a essayé de voir s'il ne pouvait pas y avoir des composants qui soient perturbés par un quelconque champ électromagnétique. Provoqué par l'OVNI ou le phénomène inconnu. Et donc là, on s'est focalisé, donc on avait un ingénieur physicien qui était avec nous, on s'est focalisé en fait sur les diodes qui permettent de redresser le courant, donc après l'alternateur, de faire un courant continu. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait les diodes pouvaient, parce que c'est du silicium, pouvaient éventuellement avoir été modifiés au niveau... Garder en mémoire cette trace. Garder en mémoire cette trace, tout à fait. Alors et donc on a effectué donc on a pris les diodes, et on a fait ensuite une expertise auprès du LAS ici à Toulouse, laboratoire d'automatisme, qui ont des compétences et du matériel remarquables pour ça. Plus on avait la chance d'avoir par exemple l'usine Motorola à Toulouse qui fabrique des diodes, et on a essayé de faire des analyses donc le plus poussées possible sur ces diodes, et malheureusement ça n'a rien donné de significatif. Donc aujourd'hui on reste un petit peu sur notre faim. Je pense qu'on a tenté le maximum, mais c'est vrai que l'affaire de cette voiture reste pour nous quelque chose d'étonnant. Yves Lignon, revenons un petit peu sur ces deux cas que Jean-Jacques Velasco nous a décrits, deux cas fort intéressants, rencontre du deuxième type donc, en attendant une rencontre du troisième type dont il nous parlera. Oui, bien sûr, la rencontre du troisième type, ce n'est pas l'extraterrestre qui vient vous serrer la main, mais presque. La rencontre du deuxième type, je dirais que c'est un véhicule qui est à un endroit où il ne devrait pas être, et même où il ne pourrait pas être. Ce type de témoignage, bien évidemment, et je vais en parler, vous le savez, Louis, en béotien, en naïf, personne qui est extérieure au problème, qui n'est pas un chercheur sur les ovnis, comme notre ami Jean-Jacques. Ce type d'expérience amène quand même à s'interroger sur l'hypothèse extraterrestre. Alors nous, justement, qui ne sommes pas des spécialistes, nous pouvons nous interroger de manière peut-être moins rigoureuse, mais plus poétique
que Jean-Jacques Velasco. Très souvent, nous nous amusons à le titiller, à lui dire alors, Jean-Jacques, quelle hypothèse extraterrestre? Il sourit, alors qu'il pourrait faire la grimace. C'est un sourire qui en dit long, mais nous, après tout, nous ne sommes pas des chercheurs au CNES. Et il est bien évident qu'à partir du moment où on pense technologie différente de la nôtre, enfin bref, ces engins, c'est pas des voitures, c'est pas des trottinettes, ça vole, ça a des trajectoires qui se modifient brusquement en angle droit, etc., etc. Ça ne fait pas de bruit, enfin bref, ça a tout un tas de... Donc automatiquement, on pense une technologie supérieure à la nôtre. Et si elle est supérieure à la nôtre, de suite, les idées s'enchaînent. Il semble aussi immédiat qu'il n'y a pas d'usine à fabriquer les ovnis sur Terre, parce que à l'heure actuelle, avec les moyens d'espionnage, les satellites, etc., une usine, ça prend de la place. On l'aurait repéré. Même souterraine. Oui, bien sûr. Donc il n'y a pas de problème. Donc s'il n'y a pas d'usine à fabriquer les ovnis sur Terre, il y en a peut-être une ailleurs. Et alors ces gens-là viennent nous voir. Tout cela, ce sont des spéculations, je le répète, et ce n'est pas Jean-Jacques Velasco qui parle, c'est moi. Donc si ces gens-là viennent nous voir, ils sont un peu dans la situation des explorateurs qui partaient découvrir les sources du Nil, vous savez, Dr Livingstone, je présume, au XIXe siècle, ou l'Afrique noire. Et bien évidemment, il y a un risque de choc culturel. Je poursuis toujours mes spéculations, je me laisse aller d'une idée à l'autre. Il y a un risque de choc culturel parce que, écoutez, l'Afrique noire, pour prendre un seul exemple, était remplie de royaumes à la fin du XIXe siècle. Et ces royaumes sont devenus des colonies. Des nations ont été détruites. Et des cultures aussi. Il a fallu des années pour qu'on redécouvre l'art africain. Donc, bien évidemment, il y a un choc culturel possible. Il y a un risque de choc culturel possible si ces engins sont extraterrestres et s'ils sont habités. Parce qu'il y a aussi l'hypothèse, on ne peut pas s'arrêter à l'hypothèse selon laquelle ce seraient des engins automatiques. Oui, mais il y a une hypothèse, enfin une question philosophique d'importance aussi, comme dirait un autre, et Dieu dans tout ça. Oh, vous savez, parce que c'est vrai que l'Église en prendra un coup. Pourquoi moi je ne vois pas, vous savez, je suis toujours à la position de la place. Dieu, nous n'avons pas besoin de cette hypothèse. Ça, ce qui ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Ce qui veut dire que Dieu n'est pas un problème scientifique. Et je crois d'ailleurs que l'Église a pris position de manière assez ouverte à ce propos. Elle n'exclut pas qu'il y ait des êtres qui soient aussi doués d'une intelligence et peut-être d'une âme, puisque pour l'Église, nous avons une âme sur d'autres planètes. Moi, je crois que le problème, ce sera vraiment le choc culturel si un jour ces êtres se posent place de la Concorde, écoutez, le 14 juillet, au moment où les troupes défilent. Ce serait génial, hein. Yves Lignot, nous restons ensemble encore pour 1 heure pour le secret du mystère.